Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Jean-Michel Roger de l'Université de Toulouse. Il va nous parler de dynamique en vous, d'équation réaction-diffusion. Donc, d'abord, merci beaucoup de l'invitation. C'est pour moi le grand plaisir de venir ici. Donc, je vais vous montrer l'équation dont je vais vous parler, puis après, évidemment, je vais la montrer. Donc, voilà de quoi il s'agit. On va regarder le comportement pour t en versus infini de la solution U de Tx. Alors, t est positif, X réel, on est en 1D, de dtu dessus moins k égale avec U, f de U. Donc, je vais évidemment vous dire ce que c'est tout ça. Donc, t positif, X en R, avec une donnée initiale 0x égale U0 de X. Alors, les hypothèses, donc K, ça va être un. Donc, étoile, c'est la convolution spatiale, hein, il n'y a pas de convolution temporelle. K, c'est un noyau positif, sur une droite. L'intégralité du compère aussi. Après, je vais prendre U0 régulière dans 0. À valeur dans 0. Et puis mon S, voilà. Grosso modo l'allure. Donc, je vais demander F' de 0 strictement positif, pardon. F' de 1 strictement négatif. Et puis je vais demander aussi alors, l'hypothèse, disons, minimale sur laquelle je vais faire ce que je vais vous raconter, c'est F de U sur U décroissante. Ici, j'ai pris concave. Pensons à concave, c'est parfait. Bien. Et donc, ce que je veux, c'est le comportement pour les grands temps de ces équations-là. Alors, donc d'abord, une remarque, tout ce qui est existence, c'est à peu près trivial. Bon, il n'y a absolument rien qui peut faire des dérivés, donc Cauchy, vous donne une solution locale. Et alors, le fait que vous ayez un noyau positif vous donne une capacité de comparaison. C'est-à-dire qu'en fait, deux données initialement ordonnées, vont générer deux solutions qui vont rester ordonnées. Et ça vous fait une solution globale. Donc, ça vous fait une solution globale, donc plus de Tx dans les bras. Cette solution sera, du fait que l'U est régulière, cette solution sera régulière. Simplement, a priori, les dérivés peuvent exposer en temps infini. Et donc ça c'est quelque chose qu'on va regarder un petit peu plus en détail dans le cours de l'exposé. Voilà. Donc, donc le comportement en grand temps. Alors, ce que je vais faire, je vais tout de suite vous montrer un. Il y a une horloge, c'est parfait. Donc, il faut que je fasse 5 minutes. François, c'est bien ça. À peu près, d'accord. Donc, pour vous donner l'intuition de ce qui va se passer, je vais en fait vous écrire un cahier. Alors, le cahier, ça va être le suivant. On va retomber sur quelque chose d'extrêmement connu. Je vais prendre K. Je prends l'approximation de l'identité. 1 sur epsilon, rho de x sur epsilon. Donc, prenez votre approximation de l'identité. Et puis, je vais faire un petit changement d'échelle. Je vais poser T égale epsilon carré. Taux égale epsilon carré T. Je contracte le temps. Et puis, je vais aussi dire que mon terme de réaction est de U. Je l'appelle epsilon carré de U. Bien. J'injecte ça dans l'équation. Je fais un petit développement limité. Vraiment très soft. Je jette tous les termes d'ordre supérieur, et je tombe sur dt, enfin d taux u. Donc l'équation limite, c'est d taux u. Moins d étoile dx égale 0. Je ne vais pas changer d'échelle dans l'espace, ça fait que non, 0x égale 0x. Si mon G a cette tête-là, c'est donc
je tombe sur ça, et D étoile, c'est quoi? C'est le second, c'est un fois le second moment de K. Bon, je répète, il y a vraiment rien de mystérieux là-dedans, c'est au. Bon, alors ça, c'est cette équation-là, bon, ça a été extrêmement étudié, donc je vais vous dire exactement de quoi il s'agit. Alors, d'abord une heuristique. Une heuristique, donc imaginons vous encadrez un projet de L3 et que l'étudiant doit faire du splitting là-dessus. D'abord on split, on fait l'équation de la chaleur, et puis après on regarde l'équation U point égale G de U. Alors l'équation de la chaleur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous étaler aux données initiales. U point égale G de U. Bon, c'est pas en bataille, U point égale G de U, ça va vous pousser la solution vers U. Donc maintenant, vous faites ces étapes successives, vous étalez, vous poussez, vous poussez, ça va vous faire une invasion. Donc ça va vous faire une invasion de 0 par. Donc là, l'étape 1, stade 0 va être envahi par l'étape. La question, c'est de savoir à quelle vitesse. Donc, voilà, le schéma, c'est ça. Donc, vous partez vraiment d'un tout petit truc, et puis un peu plus tard, vous avez ça, ensuite vous avez ça, et puis donc vous avez un front qui s'organise. Et donc, si définition donc isotée égale définition isotée, disons donc le sup, donc le point le plus à droite où U vaut par exemple 1,5, donc le sup des x tel que x égale 1,5. Bien, donc on veut comprendre comment ce point-là va avancer. Alors je vais vous donner les deux gros théorèmes sur ces équations-là. Donc il y en a eu beaucoup, mais les deux gros ils sont là. Donc le premier théorème, c'est dû à Petrowski et Piskunov. C'est un type de 1937. Ça s'appelle étude de l'équation de la chaleur avec augmentation de la quantité de matière et application 1 problème biologique. Le papier qu'on pensait. C'est vraiment sans penser. Vraiment un travail absolument merveilleux. C'est le genre de choses, chaque fois que vous le lisez, vous apprenez un peu. Ça vous dit la chose suivante, c'est que le ISET, en fait, l'ISET se comporte de façon linéaire. C étoile T, plus un petit taux de T. Et donc le C étoile, en fait, se calcule explicitement, c'est 2 racines de D et de Z. Bien. Ça d'ailleurs, on va voir d'où ça sort. On va voir d'où ça sort, c'est évident. Le théorème 2 est dû. Le théorème 2 est dû à Branson. 1983. Qui vous précise le petit de 2. Ça vous dit que l'ISET, en fait, c'est C comme T. En 3 sur 2 lambda étoile, le T, plus x infini, plus un petit de 1. Et lambda étoile, bon, je vais écrire une expression, il y a une chance sur 2 qu'elle soit fausse, mais c'est pas grave, c'est quelque chose de la forme f de 0 sur b. Étoile, encore, c'est quelque chose de parfaitement fait. Bien. Le théorème de Branson, donc, a été obtenu, donc c'est par des méthodes probabilistes. Ça, je vais en parler un petit peu. Enfin, je vais parler un tout petit peu. Je parle un tout petit peu de l'interprétation probabiliste de ça. Évidemment, ça, donc c'est également relié à ça. Et donc, obtenu avec des méthodes probabilistes, pas spécialement faciles. La démonstration que les limites sont générales. En contrepartie, on a un résultat très précis. Bon, moins de 35 ans après, avec deux collègues qui sont Nolan et Ridgic, on a retrouvé ce résultat par des méthodes purement objectives. Bien, alors, le but de l'exposé, maintenant que je vous ai donné les deux théorèmes concernant le KI,
c'est de vous expliquer un petit peu pourquoi ce résultat-là. Oui. C'est exactement les mêmes résultats que ce soit dans le cas d'adaptation ou dans le cas de local, c'est ça? Voilà, grosso modo, c'est ça que je vais vous expliquer, c'est-à-dire que c'est le même figure. Le but de. Pardon? Ah non, pardon. Ça, c'est Brownson, c'est pour ce modèle-là. Brownson, c'est pour ce modèle-là. Brownson, c'est pour ce modèle-là. Et le but de l'exposé, c'est de vous montrer, c'est de vous expliquer, d'essayer de vous expliquer pourquoi sur le type de résultat il valide ce modèle. Bien. Donc effectivement, ceci, donc là, dans le cas limite, où on a la diffusion est donnée par un laplacien, ça ce sont les résultats. Alors effectivement, dans le titre, je vous avais dit diffusion non locale. Alors, pourquoi diffusion non locale? D'une part, parce que ça c'est un cas limite de ça, et puis en fait cet opérateur-là, U moins K pour avec U, quand on réfléchit, ça embarque les points voisins du point où on calcule donc l'opérateur de diffusion, et même d'ailleurs en discret, il y en a le discret clair, vous discrétisez le Laplacien, vous embarquez les points qui sont voisins, c'est un peu le même. Et d'ailleurs, tout ce que je vais raconter s'applique aussi à la version discrète. Bien. Alors, le plan d'exposé. Donc d'abord, je vais annoncer. J'avais dit que j'avais motivé ce modèle. Donc effectivement, je vais parler de motivation et résultat connu. Et puis deuxièmement, donc, je vais vous expliquer le résultat. Plus éléments, disons plan de la. Bien. Alors, donc je vais mélanger un petit peu la motivation et les résultats connus, ça va un petit peu de pair. Donc, motivation. Alors, il y en a une première. Il y en a une première qui est de la modélisation en écologie. Ce modèle-là, c'est le modèle le plus basique de ce qu'on peut appeler une invasion biologique. C'est-à-dire qu'on regarde comment une espèce animale, végétale, bactérienne, une espèce vivante en tout cas, colonise son territoire sous la forme d'effets divers et variés. Et là, les effets qui vont être pris ensemble, ça va être le déplacement et la reproduction. Donc j'ai une espèce vivante qui se déplace et qui se reproduit. Et on voit comment il se développe. Alors, mon espèce, donc, premièrement, donc, la biologie. Donc, mon espèce, elle a une densité. Donc, U de TX. Donc, ça, d'ailleurs, c'est une vitesse tout à fait questionnée. Hein. Donc, c'est sa densité. Nombre d'individus par unité de longueur. Alors, pour établir ce modèle, c'est une simplicité. Je vais dire que la variation de la densité, début sur dt, à l'instant t, dans notre point x, et je regarde ce qui rentre, ce qui sort, et ce qui est créé. C'est tout. Donc, c'est entrée moins sortie. Entrée moins sortie, plus création-annulation. Alors, pour mesurer les entrées et les sorties, et je vais juste introduire quelque chose que je vais déclarer. Je déclare la proportion d'individus qui vont d'un point X à un point Y, et je déclare que proportion d'individus à l'angle X à Y, ben c'est juste le cas de X moins Z. C'est juste que j'ai des individus, enfin la proportion d'individus au point Y qui vont aller vers X, ben c'est le cas de X moins Y.
car un support complexe, ça veut dire que si vos bestioles sont très loin, ben, elles ne vont pas atteindre le point X. C'est essentiellement celles qui sont prêtes qui vont là. Bien, mais du coup, les entrées, ça va être, si on compte, ça va être intégrale. Donc, les individus viennent du point X du monde entier, en tout cas du support de K. Donc, ça va être intégrale de K de X dans Y, U de TY de Y. Les sorties, ça va être la densité fois l'intégrale sur le monde entier de K. Donc, ça va être U de Tx. L'intégrale de K est toujours 1, donc c'est U de Tx. Et puis pour la reproduction, je déclare que les individus, que le taux de reproduction, c'est par ça. C'est-à-dire qu'en fait, vos bestioles se reproduisent très vite quand elles sont peu nombreuses. Et puis à un moment donné, il y a un seuil de densité que je mets égal à 1, au-delà duquel, là, il y en a trop au point que je regarde, et donc du coup, là, le taux de reproduction, le taux de croissance devient négatif. Et donc, ça passe. Bon, mais ça me donne essentiellement une équation. Bien, alors, une fois que j'ai une modélisation, bon, ce que je vais faire, je vais déjà vous donner un premier résultat connu. Comment on peut, je vais essayer de vous expliquer comment on peut accéder à ça. Bien, alors, en fait, si on regarde le F, on s'aperçoit qu'en fait, le point, la valeur la plus instable dans la gamme de valeurs pour prendre U, la valeur la plus instable, c'est en 0. Hein, si vous linéarisez tout point égal F de U, vous linéarisez autour de 0, ça vous fait, bout de point égal F de U, vous le linéarisez autour d'un état, ça vous fait U point égal F de U0 fois, V point égal F de U0 fois V. Le maximum de F de U0 est ici. Donc vraiment, 0, c'est la valeur la plus instable. Donc, ce à quoi on s'attend, c'est que les petites valeurs de U vont piloter l'ensemble de la dynamique. Et si on s'attend à ça, le mieux, c'est de linéariser autour de 0 et voir ce qui se passe. Donc, le linéariser autour de 0, ça va être Vt plus V moins K convolé avec V égal à 0 fois V. OK? Et première chose qu'on peut faire, c'est chercher des solutions spéciales. Les solutions spéciales qu'on cherche, ça va être des ondes linéaires. C'est-à-dire des choses de la forme exponentielle de moins lambda, x moins Ct. Donc là, je regarde des solutions qui se promènent de gauche à droite avec la vitesse c, et qui vont décroître exponentiellement vite à l'infini. Injecter ça dans l'équation linéaire. Ça vous fait une gentille équation. Hein. Ça vous fait une gentille équation que j'appelle phi de lambda égale c lambda moins f' de 0. Et puis le phi de lambda, c'est donc quand on injecte dans l'équation, là encore, c'est un tout petit calcul de intégrale entre 0 et plus infini de k de y cosinus hyperbolique de lambda y moins 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? D'abord, il faut faire un graphique. Donc mettons le moins f' de 0 est ici. Cette fonction, le graphe de phi, en fait, c'est quelque chose de très gentil. C'est strictement convexe. Même ça tend vers l'infini extrêmement vite, exponentiellement vite. Donc, ça fait un peu comme ça. Et maintenant, vous voulez intersecter ce graphe-là avec C lambda moins f' de 0. Donc, allons-y. Bon, là, on est fait tout droit. On tire de façon très faible. Et donc, on n'a aucune chance d'intersecter le bras. Maintenant, si on tire beaucoup plus fort, on intersecte le bras en 2 points. Et puis, si on est vraiment extrêmement précis, alors, je vais essayer d'être extrêmement précis. C'est moyen, voilà. Si on est extrêmement précis, on tangente le graphe. La pente, je la baptise C étoile. Il y a un lambda étoile qui sort. Et théorème. Alors, ça je peux faire ici. Théorème, donc c'est un théorème qui n'est pas tout jeune, c'est du. Alors, la première trace que j'ai eue, je peux la dire, hein, la première trace que j'ai eue de ce théorème, c'est
Donc c'est dû à, c'est un travail qui est dû à Aronson. Pas tout à fait pour son là d'ailleurs, mais je vais y revenir. 77. Et qui vous dit que, en fait, x de t. Alors, tant qu'à faire, ici, je vais dire que x de t, c'est le sup des x positifs tels que u de tx. Bon, là encore, pourquoi pas un demi, hein, c'est très bien. X de t, ben, là encore, c'est quoi le t? Donc on retrouve, comme on voit exactement dans ce cas. Bon, alors, du point de vue de la modélisation, ce résultat est parfaitement satisfaisant. Hein, les données en biologie et en sélection, aller chercher d'autres termes dans le développement, et, disons, de ce point de vue-là, pas forcément intéressant, par contre, ça peut être tout à fait intéressant, sur le plan mathématique, de voir un tout petit peu plus ce que l'équation dans le prix. Et en fait, il y a des résultats là-dessus. Simplement, on shift totalement le sujet. Et je vais vous parler un tout petit peu maintenant pour savoir un peu ce qu'il y a dans le haut de T dans certains cas. Et je vais vous parler d'un domaine dans lequel je suis vraiment assez peu compétent. C'est le domaine des marches aléatoires branchantes. C'est quoi une marche aléatoire branchante? Je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Vous avez une particule. Elle saute. Elle ressaute. Et puis elle se divise. Et puis les deux enfants sautent. Ressautent éventuellement, se divisent. Etc. Elle saute encore, et puis voilà. Etc. Alors, les sauts et les divisions se produisent à des instants aléatoires. C'est donné par des principes de Poisson. Et la longueur des sauts est donnée par une loi de probabilité qui a une densité qui est exactement la longueur des sauts densité 4. Bien, ok, très bien. Et alors, il y a vraiment, des travaux très élaborés de ce type de marché aléatoire. Il y a une quantité à laquelle on peut s'intéresser, qui est où est la particule la plus à droite. Donc x de t, particule la plus à droite. Et alors, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a un pont entre ce long x de t et puis la solution de cette équation-là. Alors, le pont, on le voit. Résolvons, si vous voulez bien, dtu, plus u, moins 4, on voit avec u, égale u moins u carré. Spécifique. Égale u moins u carré avec u 0x, égale 1 moins l sin. Donc 1 pour x négatif, 0 pour x positif. Bien. Alors, u de tx. C'est la probabilité que x de t soit plus grand que x. C'est comme ça. Et alors, pour cette équation-là, un tout petit peu plus général, mais quand même avec non-linéarité concave. Donc il y a un théorème qui est du Haig, pour la fois, me semble-t-il. Donc ça c'est de 2007. Qui vous démontre l'analogue de Bragg. C'est-à-dire qu'en fait, le x de t égale c star t. Le c star, c'est celui que je vais vous présenter. Moins 3,5 de lambda star t. Pardon, moins 3,5 de
excusez-moi, moins 3,5, 3 sur 2 lambda star, pardon, sur log de t, plus x infini, plus petit odeur. Voilà, analogue compté de race. Bien, alors, vous pouvez vous demander, bon, ben, ok, très bien, c'est bon, voilà, fin de l'histoire. Pourquoi s'acharner à continuer à expliquer ça? Alors, moi, je vois 3 raisons. La première raison, c'est que ce résultat est obtenu en étudiant la marche aléatoire. Et une fois que la marche aléatoire est étudiée de façon vraiment encore pas triviale, avec vraiment des arguments vraiment des outils de proba vraiment assez fins, in fine, on a cette petite remarque. Il y a ce pont entre le point, la partie la plus à droite et la solution de mon équation interpodifférentielle. On utilise ce pont et boum, on a le résultat. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous changez un petit peu la non-linéarité, vous n'êtes plus tout à fait passer, mais ceci étant, ça nécessite de toucher vraiment un bel outil extrêmement constant. Ça, c'est la première chose. La deuxième motivation, c'est que quand même, et ça me paraît déjà plus intéressant, un résultat comme ça, c'est pas mal d'essayer d'attaquer avec des méthodes de DP, ne serait-ce que même pour dire des choses sur les marches aléatoires branchantes. Bon, il se trouve que j'ai, avec des collègues qui connaissent vraiment les probas, travaillé sur des questions concernant le mouvement brownian branchant, et je me suis fait une conviction, des fois, qui connaissent quelque chose, c'est que quand vous cassez une question dans ce domaine-là, il y en a 10 autres qui sortent, et avoir différentes possibilités, ça peut être intéressant. Ça, c'est la deuxième raison. Alors, avant de passer à la troisième raison, je voudrais faire remarquer, je voudrais vous dire que, en fait, le résultat de Brownson a été obtenu avec une marche aléatoire branchante particulière, qui est le mouvement brownian branchant. C'est-à-dire qu'en fait, là, les particules sont plus, elles sont plus, les trajectoires sont plus. Mais à part ça, c'est le même cas. Et effectivement, très bien motivé. Bien. Et donc, troisième motivation qui nous arrive ici, c'est la modélisation dans un domaine qui je dirais, très malheureusement, et pas la nôtre en ce moment, c'est la modélisation de la diffusion spatiale de l'épidémie. Ça a eu été spécialement à la mode il y a 2 ans, ça va être encore un peu maintenant. Donc, je vais vous expliquer 2-3 choses que j'ai expliquées là-dessus. Et pour vous dire que, en fait, il y a des modèles extrêmement similaires à ça. Donc, donc je vais vous faire vraiment le peu à bas de la diffusion spatiale d'une épidémie. Bien, alors, je vais d'abord considérer une situation où je ne vois même pas la variable d'espace. Et je vais vous montrer le modèle le plus simple qui existe. D'ailleurs, à mon avis, beaucoup de gens dans cette salle ont fait en TD2L3 des quadifs, qui est le modèle SI, donc le modèle où il y a des susceptibles et des infectés. Donc S, c'est la densité de susceptibles. Donc des gens qui sont susceptibles d'être infectés par un virus. Et puis, grand I, c'est ceux qui sont infectés. Et le modèle SI, là encore, c'est relativement heuristique, à peu près construit comme ça. Qu'est-ce que vous dites? Vous regardez d'abord les infectés, et vous dites que les infectés, ils augmentent proportionnellement à la densité de susceptibles. Évidemment, plus il y a de gens réceptifs au virus, plus la densité d'infectés va augmenter. Puis vous dites aussi que c'est également proportionnel à la densité d'infectés. Parce que plus il est infecté, plus ça va contaminer. Et puis, les gens qui sont infectés, à un moment donné, sortent de la catégorie des infectés. Alors, soit un happy ending, c'est-à-dire qu'ils guérissent, ils ne sont plus infectés, ou ils subissent, et en tout cas, on les voit. Et donc, il y a un taux de retrait que je suppose proportionnel à la densité d'infectés. Et la variation des susceptibles, c'est exactement les gens qui sont infectés à l'instant.
Bon, alors ça, c'est un système qui est extrêmement facile à résoudre. Donc, d'abord, on se donne x0 égale 0. S de 0 égale 0. Bien, et ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe sur la droite. Bon, alors, ça c'est... Bon, François m'avait demandé de faire des choses pas trop basiques. Désolé, là, c'est basique. La meilleure façon de regarder ça, c'est... Enfin, celle que j'aime bien, c'est de prendre U de T, la densité cumulée des affectés, c'est-à-dire U de SDS, intégrale de U de SDS. Parce que, si vous faites ça, dans ce cas-là, vous calculez le S de T en intégrant ça à U, c'est-à-dire que S de T égale S0 exponentielle de moins bêta fois U. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez intégrer cette fois-ci, donc juste un coup d'intégration de l'équation sur I, et trouver que U point égale. Donc, vous intégrez ça, ça vous fait, donc, ne croyez surtout pas que je fais de tête, je l'ai appris par cœur, I0 plus S0, 1 moins exponentielle moins bêta. Bon, là encore, c'est pas un mauvais cœur d'atteinte, hein, si excusez-moi, je croyais les choses par cœur, évidemment, vous oubliez les choses. Alors, appelons ça si vous voulez bien avec lui. Bon, alors ça, une équation comme ça, forcément, en grand temps, le U de T va tendre vers quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir vers quoi. Donc, si je regarde le F, en fait, ce qui est intéressant, c'est la linéarisation de F autour de 0. Donc, F' de 0, égale, donc ça c'est, là encore pas de préfère d'atteinte, S0 bêta moins alpha. Baptisons, si vous voulez bien, la quantité suivante, R0, S0 bêta sur alpha. Donc, la toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n'est pas une coïncidence. Alors, si R0 est strictement plus que 1, donc c'est-à-dire que la tangente est négative, et donc imaginons maintenant que la tangente est négative, donc l'œuf c'est ça. Il n'y a pas imaginons maintenant qu'on met une toute petite quantité le 0 est tout. Bon, dans ce cas-là, ça fait ça, et donc il y a un U infini de U0 qui va être minuscule, il va être absolument minuscule si U0 est minuscule. Inversement, si R0 est strictement plus grand que 1, on voit un F, ça fait ça. Donc là, il y a un U infini ici. Et puis, vous mettez une petite quantité d'infectés, donc en fait, vous cherchez le 0 qui est là. Ah oui, sauf que là, vous avez un U infini de I0. Vous avez un U infini de I0 qui a une taille fixe. C'est-à-dire qu'en fait, une taille fixe, il y a au moins ce U infini comme taille. Et donc, qualitativement, les comportements sont les mêmes, sauf que ce qui sera à la fin, la densité cumulée à la fin, le nombre de personnes qui ont été infectées par l'épidémie, autant là, bon, vous avez quelques malchanceux qui ont été infectés, point final. Là, l'épidémie prend vraiment son pourcentage, puisque à la fin, la densité susceptible baisse vraiment si jamais le R0. Bien. Vous allez me dire, eh oui, mais l'espace dans tout ça. Mettons. Alors, mettons l'espace. Parce que là, dans ce modèle-là, il y a comment si vous mettez une petite quantité d'infectés en même point, et puis aucun autre ailleurs, comment est-ce que l'épidémie va se propager? Ben, la façon la plus simple de modéliser ça, c'est de dire que les gens se contaminent de proche. C'est pas faux. Et donc, les gens se contaminent de proche. Et donc, simplement, reprenons l'équation qu'il a. Vous prenez le bêta SI, vous dites, bon, ok, les gens se contaminent de proche en proche, donc si je suis ici, je peux être contaminé par la personne qui est en face de moi. Donc, ça veut dire que la personne qui est en face de moi a un pouvoir contaminant, et donc, ce pouvoir contaminant, je le modélise juste par bêta S, K convolé avec I, ou K, c'est encore de données pour nous.
simplement, les personnes qui veulent me contaminer, mais elles sont dans un disque autour de moi, enfin, elles sont dans un intervalle dont je suis le centre. Et voilà. Mais là, ça change tout. Ça change tout parce que, reprenons maintenant la densité cumulée. Reprenons la densité cumulée, refaisons les opérations. Là, je vais trouver IT égale I0 de X. Donc là, maintenant, on va prendre I0 à support compact. I0 à support compact, plus, alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir S0, 1 moins exponentielle bêta, K convolé, moins F. Magnifique équation non locale. Et justement, théorème. Théorème, non, c'est bon, c'est facile, je vais le réécrire. Théorème, ben, en fait, il y a un C étoile. Il y a un C étoile, exactement comme je l'ai dessiné ici. Donc, d'où va sortir le C étoile? Ben, c'est très simple. Là encore, ben, 1 moins exponentielle. Moins bêta, parce qu'il y a un signe moins. Donc, 1 moins exponentielle moins bêta fois quelque chose, c'est comptable. Donc, on peut imaginer là encore qu'on n'est pas forcément très clair dans ce cas-là, et donc, on linéarise autour de 0. On linéarise autour de 0, et quand on linéarise autour de 0, ben, l'équation qu'on se fait entendre, c'est VT plus, et de me rendre ridicule, alors, voilà, S0, S0 bêta, V moins K qu'on voit là, égal, eh bien, le revoilà, S0 bêta moins alpha. Et donc, on retrouve notre R0, et donc théorème. Donc, ça, oui, cette équation intégrale, c'est la même que celle-là. Il y a un C étoile. Il y a un C étoile, hein, donc si R0 strict en plus grand que 1, il y a un C étoile, et donc théorème. Et ça, c'est le vrai théorème d'Armstrong. Là, toujours le X de T égal, c'est starté. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce C starté? Sachant que là, bon, il y a peut-être une représentation probabiliste, il y a peut-être un pont avec une marche aléatoire, mais là encore, c'est un petit peu plus douteux. Et puis, surtout, bon, ça c'est le modèle le plus basique que je puisse vous proposer, mais il y en a plein d'autres. Et tout ça motive le fait que ce soit quand même intéressant d'étudier ces choses-là via des méthodes, disons, analytiques. Voilà, donc là, j'en ai fini avec les modulations. Et donc, dans les 10 minutes qui me restent, je voudrais vous exposer un tout petit peu comment on peut se débrouiller pour montrer un résultat, de ce type. Alors, deuxièmement, le résultat. Et plan d'appreuve. Bien, alors, bon, je refais le petit schéma. Là, j'ai mon 2 intégrant entre 0 plus l'infini. Le cas de Y, SH qu'on va dire moins 1. Et puis là, j'ai mon C étoile lambda moins F min 0. Et puis là, j'ai mon R étoile. Oui, effectivement. Donc, ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, c'est d'où sort ce résultat, donc XT égale théorème. 2 résultats principaux. Donc, premier théorème, c'est que X de T égale C star T moins 3 sur 2 lambda étoile log T. Et théorème 2, donc sur le modèle d'épidémie. Alors oui, 2 choses que j'ai oublié de dire sur ce tout petit modèle de progression d'épidémie.
On est intéressé à l'étoile pour deux raisons. La première chose, c'est que bon, la densité cumulée, c'est bien, mais avoir accès à la description des affectés à l'instant T, c'est pas mal non plus. Donc ça suppose de pouvoir dériver la solution. Ici, c'est pas comme dans les équations paraboliques. Il n'y a pas un théorème qui vous dit, bah, si U fait comme ça, bah, tout de suite, toutes les dérivées font la même chose. Là, il faut travailler un peu. Ça, c'est la première chose. Et donc la deuxième chose, c'est qu'effectivement, sur ce modèle-là, c'est que, enfin, à mon avis, c'est quand même intéressant de comprendre ce qu'il y a, enfin, de comprendre vraiment ce qu'il y a dans la trique. Et donc là, je ne vais pas vous énoncer de résultats précis, mais je vais juste vous dire que, donc, pour ce modèle d'épidémio, alors, d'abord, effectivement, on a donc, même dynamique pour la densité cumulée. Et puis, ce qu'on montre aussi, c'est que la densité d'infecté, elle se comporte comme un soliton, shifté de 3000 pp. Hein, donc, la densité d'infecté, c'est vraiment un truc comme ça. Ça fait vraiment un truc comme ça. C'est un soliton shifté de 3000 pp. Donc, ça, c'est déjà fait. Voilà. Alors là maintenant, quand même, j'essaie de vous expliquer un petit peu. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment on s'y prend. Bien, alors, la démonstration de ces résultats, en fait, il y a trois étapes. Trois étapes d'inégale longueur. Donc, la première étape, l'étape 0, excusez-moi. L'étape 0, ça va être, premièrement, de se mettre dans le référentiel. Excusez-moi, dans le référentiel C. Donc, ici, égale x moins c star t. Et qu'on va rebaptiser tout de suite. On va rebaptiser x tout de suite. Et puis, on va aussi à la fonction UDT. UDX, c'est l'inconnu dans le référentiel. Donc, on va lui enlever l'onde linéaire. Parce qu'en fait, ce qui pilote la dynamique de U, c'est les petites valeurs de U. Les petites valeurs de U sont cachées par l'exponentielle. Donc, voilà, on laisse l'exponentielle. Et donc, on va dire que en fait, c'est exponentielle de moins lambda star x Vtx. Bon, injecter ça dans l'équation. Donc là, je vous demande de me faire confiance. L'équation, ça va être sur V, ça va être Vt plus, c'est un petit calcul, vraiment rien de mystérieux, plus un certain opérateur I étoile que je vais vous détailler, plus, ben, ce que je vais faire, je vais prendre f de u égale u moins u carré, sachant que tout va marcher très bien avec cette hypothèse-là, plus exponentielle de moins lambda star x de v carré égale 0. Et le i étoile v, et c'est juste c star dxv, avec un signe moins c star dxv, plus k star convolé avec v, et k star de x égale, c'est juste exponentielle moins lambda star x, k de x. Donc vraiment des quantités qui ont l'air totalement innocentes et qui n'ont l'air de rien. Et c'est ça qui sort. Donc une équation non linéaire, je dirais assez faiblement non linéaire, mais encore pas méchante du tout, parce que ici le spin. Et puis on va faire des 0x égale des 0x. Bien, alors, je vais avoir le temps de vous expliquer le shift, et puis, enfin, je vais avoir le temps de vous expliquer le tramier de l'autre côté. Et puis, je vais arrêter là. Alors, donc, c'est ça qu'on a net. Donc, la première étape, ça va être de donner un coup de son. Ça va être d'essayer de trouver une représentation de ça, parce que, bon, ok, c'est mou, c'est gentil, mais pour l'instant, c'est pas très bien. Ça va être quelle est la tête de la solution. Et alors, finement, on s'aperçoit que comme ce terme est positif, si je mets tx va être plus petit que l'exponentielle de moins ti étoile
V0 de x. Donc, bêtement, l'exponentiel de cet opérateur-là, qui, ma foi. Et donc, quelle tête a ce exponentiel moins t? Alors, c'est un joli petit calcul de distribution. Je me suis beaucoup amusé pendant la période Covid avec ça. Ça veut la chose suivante, c'est que exponentiel moins t étoile de 0 de x, c'est égal à exponentielle de t étoile dxx de 0 de x, plus un grand taux de exponentielle moins t puissance delta. Alors, le delta, c'est une constante, n'importe laquelle. Et on remarque la chose suivante, c'est que, alors, d'étoile, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est juste le, alors, je sais plus s'il y a un demi, bon, à un facteur en demi, c'est le deuxième moment de Castard. C'est le deuxième moment de Castard, probablement il y a un demi. Et donc, la solution de l'équation de la chaleur, par contre, est deux. Petite remarque, étoile n'a rien de horizon. Donc, ça veut dire que dans le grand taux, il y a des petites saletés. Par les champs, il y a des petites saletés, mais qui en fait n'altèrent pas tellement la démonstration. Bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que on a une échelle. On a une échelle spatiale qui est l'échelle des cubes. L'échelle spatiale, c'est la partie. C'est-à-dire qu'en fait, les choses vont se dérouler à cette échelle. Et donc, la deuxième étape, c'est de se demander la chose suivante. Est-ce que ça représente correctement la solution de ça? Alors, sachant que, on dit l'échelle, c'est la diffusion, donc faisons un petit schéma. Donc, vous avez 0. Là, vous mettez t puissance, donc mettons un t puissance gamma. Mettons un moins t puissance gamma, parce que c'est là qu'on va regarder, les choses. Alors, regardons si vous voulez bien, d'abord l'équation en t puissance gamma. En t puissance gamma, l'exponentielle est minuscule. Donc ce terme-là est négligeable. Donc on pourrait dire que c'est peut-être petit. En moins t puissance gamma, on va pas regarder l'équation. On va regarder ça. On va regarder cette équation. U égale exponentielle moins lambda star x v, ça veut dire que v, c'est exponentielle lambda star x u. U est borné. Donc ça veut dire que v est minuscule. Ici, v égale grand taux de exponentielle moins t gamma. Ce qui est à l'échelle de la diffusion, quasiment une position de. Oui, mais du coup, ça me dit que ça, c'est pas une représentation satisfaisante de la solution. Parce que si on emploie ce résultat-là, ça veut dire qu'ici, l'exponentielle de t dx de 0, c'est quoi? C'est 1 sur racine de b, très très péniblement. Et là, on est exponentiellement. Question, comment on fait pour améliorer le principe? Alors, la deuxième option que je peux proposer, c'est de dire, bon, ok, très bien, imposons une condition de vérité ici. Donc, résolvons Vt plus étoile V égale 0, avec, ici, mettez V égale 0 sur moins 1, 0. Ah oui, V égale 0 sur moins 1, 0, parce que votre problème est non local, et donc, il faut que le cas ait à manger sur la zone qu'on va pas écouter. Ce qui, là encore, revient presque à mettre une condition de vérité classique à l'échelle de la diffusion. Bon. Le souci, c'est que moi, je ne sais pas calculer. Peut-être que calculer vite, mais ça, je ne sais pas faire. Toutefois, ce que moi, je sais faire très facilement, c'est de dire, bon, ok, prenons exponentielle moins t star fois l'extension interne de V. Après tout, mon V0 est support compact. Je vais translater les choses pour que le support soit pivot côté. Je prends l'extension interne. Bien. Et si on croit ce résultat-là, si je prends l'extension interne, j'ai une condition de vérité en x égale 0. Question, est-ce qu'un truc aussi grossier va nous donner la représentation de la solution? C'est pas vrai.
Eh ben oui. Alors, le résultat, donc ça, c'est le gros du travail. C'est le gros du travail, qui est que phi de Tx. Pardon, excusez-moi, V de Tx. Donc, la solution de ce machin-là, V de Tx. Équivalent. Alors, ça va pas être exactement ça par contre, mais ça va être ça pour x assez grand, mais en dessous de l'échelle de l'équilibre. Donc, équivalent pour t en valeur plus infini et x plus grand que t puissance gamma, équivalent, disons, à alpha infini exponentielle moins t étoile v0 étoile. Bon, alors là, il faut travailler. On a travaillé. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, bon, c'est bon. François, tu me laisses 5 minutes? Yves, tu me laisses. Non, mais le mail combinatoire fait 50 minutes et pas plus. Ainsi. D'accord. Bon. Je promets que je tiens 5 minutes. Alors, voilà. Bon, maintenant des plions. Bon, ça, ok, très bien, j'écris des choses, mais qu'est-ce qu'on a démontré? Alors, le alpha infini, c'est parfaitement dans l'exotique. Dedans, il y a un tas de choses qui dépendent de la donnée initiale, qui dépendent de la donnée réalité. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est pas très facile à calculer. Même d'ailleurs, pas le plus possible, à mon avis. Et donc, ce qui ressort, c'est que là, maintenant, prenons ça et appliquons le petit résultat sur le calcul asymptotique de l'exponentielle de l'étoile. Ça veut dire qu'en t puissance gamma, ben, je vais avoir que v est grosso modo, donc là je suis en t puissance gamma, v grosso modo, ouais, de la forme alpha infini, x sur t puissance 3,5. Alors oui, c'est comme ça que l'équation de la chaleur avec condition directrice se compose. Bon. Ah, ben magnifique. J'ai montré que la solution tendait vers 0 au voisinage de 0. Qu'est-ce que ça va m'expliquer? Qu'est-ce que ça va me raconter sur les lignes de niveau dans ce village de vue? Ça ne raconte rien, sauf si j'ai un véhicule pour dire, bon, d'abord, si la solution tend vers 0 ici, ça veut dire que les lignes de niveau finales, elles sont normales. Bien. Et donc, ce que je vais faire, je vais explorer ce qui se passe en arrière à l'aide d'un truc qui s'appelle l'onde progressive. Troisièmement, onde progressive. Alors, à toute vitesse, donc l'onde progressive, ça va être une solution stationnaire de DTU plus U moins K star U moins C star DXU égale LU. Je vous ai demandé que ce serait une solution stationnaire, donc ce sera un machin de la forme phi moins K star phi moins C étoile dx phi égale f de phi. Puis je vais demander que phi en moins l'infini soit égal à 1, phi en plus l'infini égale 0. Parce que dans mon esprit, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Donc en fait, ça connecte un état trivial à un état non trivial. Bon, alors il se fait qu'il y en a. Et que C star, c'est la vitesse minimale des disques. Ça, c'est un résultat qui est dû à Pauline, qui est plus si jeune que ça maintenant. Mais en tout cas, il y a des ondes progressives. Elles existent. Et il y a une onde de vitesse minimale. Et la vitesse minimale, c'est le C star correspondant à l'onde minimale. Parfait. Comment on s'en sert? C'est quand même mal de fou. Quand même, l'onde progressive, en 0, elle va valoir quelque chose d'onde triviale. Et bien, on va translate. Et c'est là qu'on s'en sort, parce que il se fait que phi star de x est équivalent, quand x en plus infini, à x plus k exponentielle de moins bête. C'est-à-dire qu'en fait, l'onde progressive de vitesse minimale a un comportement un peu dégénéré, en plus infini. Bon, et donc cette onde, on va la translater. On va translater, et puis on va l'accrocher à V en t puissance delta. Et donc, on va chercher x de t, tel que phi de x plus x de t.
par x égale t puissance delta égale alpha infini x sur t puissance 3. Utilisez cet équivalent, faites un petit développement, et vous trouvez au miracle, là je rappelle comment on a fait en plus, et vous trouvez au miracle, x de t égale moins 3 sur 2 lambda étoile log de t, plus log de alpha infini sur lambda étoile, plus un petit taux de 1 sur t puissance delta. Un petit taux de 1. Prenez ce x de t là, translatez-le donc de ça, et théorème, u de tx, équivalent à phi de x plus de t, en x standard plus ce qui me donne le résultat, et ce qui explique pourquoi il y a ce décalage. En fait, ce décalage, il provient du fait que, dans la zone où on attendrait que les choses se passent, ben non, les choses sont déjà petites, mais pas assez petites au point de ne pas pouvoir travailler avec. Et donc, la façon d'explorer ce qui se passe à droite, à gauche, ben, c'est d'utiliser cette onde qui a un comportement spécial. Bon, je ne peux pas le temps à dire plus. Je vais arrêter là. Et merci de votre attention. Question. Sur le dessin, ça fait je crois qu'on peut utiliser la solution par rapport à ces expansions qui envoient les deux. Ah, non. Pardon. Alors, la question c'est, pourquoi la densité infectée, c'est un solide? Là, c'est le spatial. Oui, on est d'accord. Alors, pourquoi? Parce que dans le modèle d'Épidanie, c'est... Tu dis? Que représente la variable spatiale? Ah, mais c'est une variable spatiale, c'est X. Hein, mais non, mais oui, c'est... Non, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, le vrai truc, ce serait ça. Le vrai truc, ce serait ça. Oui, c'est ça, voilà. Pardon, effectivement, je me suis mal exprimé, tu as tout à fait raison. Le vrai comportement, ce serait ça. Et là, effectivement, ce que j'ai dessiné, c'est la dérivée de la travelling wave, dont l'équation pour la densité cumulée est celle-ci. La densité cumulée, elle vérifie grosso modo cette équation. Grosso modo. Un peu chose près. Donc, quand tu regardes comment elle se propage, eh bien, elle se propage comme ça, effectivement. Donc, tu coupes ici. Bon, ce qui se passe ici, c'est la même chose que ce qui se passe ici. Donc, effectivement, quand tu cours après long, effectivement, pour la densité cumulée, tu vois donc progressif. Quand tu prends la dérivée, c'est ça. Ou des systèmes. Ou des systèmes. C'est-à-dire sur par exemple, tu mets des tas de compartiments, alors j'aurais tendance à dire, alors non, en fait, je crois pas que c'était montré ici, parce que là en fait, effectivement, tout dépend comment tu mets tes contaminations. Mais si tu les mets, comme je vais te dire ensuite, l'état crucial là-dedans, c'est le fait que quelqu'un contamine une autre personne. Et c'est là qu'arrive la dimension spatiale. Dans cette modélisation. C'est là qu'arrive la dimension spatiale. Et après, tu peux avoir des tas de compartiments où tu as les gens qui sont présymptomatiques, asymptomatiques, une personne qui est présymptomatique, qui devient asymptomatique, le transfert se modélise par l'équilibre, ça se modélise pas par processus spatial.
Donc après tu peux mettre, donc tu peux avoir vraiment plein de compartiments. Bon, alors c'est pas que tout est analysable, hein, mais je dirais que pour les systèmes, essentiellement, si tu, je dirais que cette modélisation ne rajoute pas de difficultés supplémentaires par rapport à un système qui serait déjà. Par contre, si tu, il y a d'autres modélisations. Alors là, il y a d'autres modélisations que les épidémiologistes d'ailleurs moins parce qu'ils disent. En tout cas, certains à qui j'ai parlé me disent que bon, c'est. Alors, où est-ce que j'ai écrit hier bon, voilà, donc TAST égale moins que TAST. Point égale IT égale delta SI en alpha I. Alors, là où il y a quelque chose, là je serais tout à fait content d'ailleurs de voir en résultat de démontrer mon point, c'est la chose suivante. Bon, imaginons, et ça on peut très bien déjà que c'est une situation réelle. Il y a une alerte Covid, alerte épidémie mortelle, et puis la moitié de Paris va en dormant. Alors là, c'est pas cette modélisation, c'est pas la modélisation avec un truc à super-contact. Ce qui peut être le département, c'est mettre des diffusions. C'est mettre des diffusions, qui n'ont aucune raison d'être les mêmes et qui n'ont d'ailleurs aucune raison, qui n'ont aucune raison d'être les mêmes et qui d'ailleurs peuvent être des diffusions locales, non locales, alors ça, déjà, sur ce petit système, alors si tu mets une diffusion ici et rien ici, ce qui est parfaitement raisonnable, ça n'introduit rien. Par contre, tu mets une diffusion ici, qui est différente d'ici. Alors, c'est plus difficile, et deux, je pense qu'il y a des cas où les choses changent vraiment. Et le 1D spatial, c'est une limitation technique. Alors, le 1D spatial, dans ce cadre-là, il y a un résultat. Donc, je pense que je pourrais parler. Assez bon là-dessus, parce que je pense que je sais faire. C'est de dire la chose suivante. Alors, pour l'équation gaz, non, j'ai juste fait parler de 1D parce que c'est mieux pour expliquer les choses, mais sinon, alors pour ce modèle-là, c'est-à-dire homogène dans l'espace, alors, il y a un résultat pour UT moins laplacien U égale SU. Alors, ce qui se passe, c'est que si tu regardes, pareil, X de T, donc c'est pareil, de T et de E, de T et de E. Donc, tu es dans la direction E, et tu regardes le suc des X avec X collinaire à E, tel que X égale à U. Voilà, donc dans la direction E, tu prends le dernier point où U voit un U. Dans ce cas-là, alors c'est un résultat que j'ai démontré récemment avec deux collègues. C'est en fait une unité idéale. C'est starté. Moins n plus 2 sur 2. N plus 2 sur 2 lambda étoile. Log de T. Plus une fonction que je vais appeler gamma étoile de 2. Qui sont multipliés. La seule chose que j'explique là-dedans, c'est pourquoi sans cette correction-là, c'était un résultat de Gertner de 82. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas avec moi, mais dans son travail, c'est pas. Et avec des collègues, on a montré qu'en fait, il y a une correction, supplémentaire, gamma étoile 2, qui dépend de la direction. Et je ne sais pas très bien dire si ce gamma étoile 2 est non pris à tout le temps, ou s'il y a des configurations de données initiales, ou même si la donnée initiale n'est pas exactement sphérique. Là, tu supposes que le cas est symétrique. Non, là je suis avec la base.
Et alors maintenant, donc ça, je pense que si on prend... de E et de la donnée initiale. Oui, tout à fait, bien sûr, pardon. Excusez-moi. Tout à fait, il y a un tas de saletés qui dépendent de... Bon, ça dépend de E et ça dépend de la donnée initiale, bien sûr. Et si la donnée... voilà, la vraie question là-dedans, c'est est-ce qu'il y a des données initiales qui ne sont pas symétriques sphériques et qui donnent lieu à des gammas de E. Et ça, je sais pas. Et alors, je serais prêt à parier que je peux faire la même chose avec plus ou moins de ça. Je suis prêt à parier que c'est le même. Tu dis? Je pense pas que c'est bien. Ah non, non, ça, il y a des cas, on sait qu'il y a des cas où c'est pas très bien. Infini. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, ce que tu vas avoir, c'est donc tu vas avoir des oscillations, d'ordre 1 à l'intérieur d'une sphère, dans une sphère de rayon c'est starté moins de et ça, on connaît des cas où le gamma de E n'est pas très bien. Je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est le même phénomène pour la diffusion intégrale. Il n'y a pas de raison parce que tout est en place et puis même philosophiquement, il y a peu de raison. Simplement, c'est plus compliqué à écrire. Plus compliqué à écrire, et en plus, comme c'est pas régularisant, il faut là par contre, il y a dans les calculs à un moment donné, il faut contrôler des dérivés à la main, et c'est un petit peu pénible. Tu vas avoir une question M de moi. Je vais essayer de te la retransmettre. Je peux la poser à l'oral ou pas? Voilà. Oui, bonjour, Jean-Michel. J'ai une question. Est-ce que ce que tu as démontré, ça prouve la convergence vers la travelling wave dans le référentiel translaté? Parce que je vois que le gamma, il est plus ou moins à choisir comme tu veux, non? Ah oui, alors, la réponse est oui. La réponse est oui, comme sous-produit, il y a la convergence de la travelling wave. Alors, le gamma, effectivement, je choisis comme je veux. Mais ça, heureusement, c'est normal, parce que, en fait, le résultat brut, sur le V, c'est un truc comme ça. Donc, je choisis, et ça, c'est en fait, c'est un truc totalement classique. Tout physicien qui fait des asymptotiques raccordés a vu ça au moins une fois dans sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, on prend une échelle intermédiaire. Là, on a l'échelle de la diffusion. On a l'échelle, quelque part ici en unité où on va voir les choses. Et en fait, on raccorde deux phénomènes différents à une échelle intermédiaire. Donc ça, c'est un raisonnement de développement asymptotique raccordé. Et donc, effectivement, tu prends le gamma, c'est n'importe quoi, plus petit que mieux. Plus petit ou égal? Parce que pour KPP classique, dans votre méthode, vous avez juste besoin de faire un demi, non? Oui. Si je vais d'un côté, il n'y a pas de régularisation pratique, par contre, une régulation qui est régulée par exemple classique, alors là, c'est trivial. C'est trivial, mais alors, effectivement, la régularité, effectivement, alors, je vais écrire un truc trivial, mais derrière, il y a un truc qui n'est pas tout à fait trivial, donc c'est filtré égal, si moins K, qu'on voit ici, moins si plus K, plus Bon, alors, effectivement, et tout est dans le C, ce qu'ils ont dit. Parce que là, du coup, ça, c'est comme ça, estime le phi. Donc, c'est estime le phi seconde, donc c'est estime. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a le fait que, l'onde se balade à vitesse non nulle. Et deuxièmement, alors, ça ne transparaît pas dans ce modèle-là, mais il y a de ça derrière. Regardons, alors, si donc on a analysé assez précisément ce qui se passe dans la zone où U est dans une zone où le FI est positif ou très très faiblement négatif. Bon. Et alors, du fait que la solution se balade à vitesse en U,
Ça veut dire que le U va rester, une fois que U a quitté la zone U de 0, il va rester un temps fini dans la zone où F' va être positif ou strictement négatif, et il va arriver dans la zone où F' est strictement négatif. Et là, va être juste le bon il te dit qu'une fois que U est dans cette zone, si UX était borné avant, et Y, ça reste borné avant. C'est juste. Mais ça vient du fait que l'onde se balade à la vitesse moins et que donc, du coup, une fois que. Enfin, si on s'est montré que le UX est là, là, en fait, on s'est montré. Et si on s'est montré que le UX est borné dans cette zone de valeur de U, après, tu as juste Gromba qui te dit que pour les autres valeurs, ben, ça, c'est bon parce que, je te dis, ça, à un moment donné, U va arriver dans la zone Et du coup, il n'y a pas des singularités qui vont apparaître non, non, mais. Alors, ce que je ne maîtrise pas, par contre, c'est si. Ce que bon, j'avoue que je n'ai pas trop regardé, mais disons, si tu prends une tiens en code comme ça. Comme ça ne régularise pas. Alors, ça va régulariser. Ça va régulariser. Alors, au moins, ça va régulariser, c'est longtemps, mais j'avoue que je ne vais pas trop regarder ce qui est dans le reste. Mais tu peux avoir des saletés. Tu peux avoir des saletés, puis j'y crois pas. Je pense que je vais passer une singularité, mais qui ont des irrégularités faibles, restent faibles, je pense. Mais simplement, j'ai pas trop eu envie de les gérer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on s'arrête. Merci beaucoup.